Maintenant, je reprends les postes. Je commence depuis devant. Parce que derrière, ça va pas trop mal, on n'a pas trop pris de goal ces temps. Mais devant, les gars, c'était pas suffisant. Jusqu'à présent. Yeah, à Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux. Jusqu'à présent. Une fois n'est pas coutume, ils sont deux frères même, gruériens qui plus est, à nous avoir donné rendez-vous aujourd'hui dans leur QG préféré à Estavanance, à Étape. Nicolas et Julien Barre sont à nos micros aujourd'hui. Salut les gars, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Salut Julien, comment ça va ? Bien, bah, parfait. Et comme d'habitude, je suis pas seul, toujours accompagné de mon collègue préféré. Salut Romain. Salut Marius. Ça va bien ? Ça va et toi ? Mais ouais, ça va nickel. Alors pour commencer, petite question, où est-ce qu'on est aujourd'hui ? Ah, ça c'est une question pour nos confrères, non ? Ah, c'est pour nous. Ouais, expliquez dans quel endroit on est, pourquoi on est là. Alors là, c'est un peu notre QG, donc c'est le café boutique Étape à Estavanance. En fait, c'est où je travaille. Et puis c'est où on se retrouve quasiment tout le temps pour faire des coffee rides pendant les entraînements et tout ça. Du coup, c'est où on se retrouve tous les sportifs de la région. Donc c'est un lieu qui permet de faire quelques pauses lors d'une promenade, qui accueille aussi pas mal de beau monde, hein. Je crois qu'on a vu aujourd'hui, il y avait quoi ? Il y avait les frères Bussard, il y avait Maxime Lhomme notamment, une sortie de haut niveau aujourd'hui pour vous. Ouais, alors aujourd'hui, on appelle plutôt une sortie de cramé. Non, on a vraiment roulé trop vite. Non, mais ouais, il y avait aussi, on avait Franz Klaes, le champion de Belgique de marathon, puis Rémi Bonnet aussi. Du coup, ouais, ça a roulé bien vite. C'est qui a mis le tempo Là, c'était beaucoup Iliane et Rémi quand même. Moi, j'ai passé un hurlet, mais après, j'ai rebroussé chemin, j'étais trop cramé. C'est vrai ? Ouais, j'ai fait qu'une heure et demie avec eux. Après, en haut, le col du Mittelberg, je suis revenu parce que trop rapide. Tu voulais être en forme pour ce soir ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on ose dire qu'ici, ça cire le banc ? Ouais, Nicolas, comme il bosse, je pense qu'on peut dire qu'il tire le banc. Non, on s'embête souvent avec ça qu'il fait tirer des cafés. Non, mais non, ça va. Mais quand vous faites des pauses et vous venez ici, c'est un petit moment pour cirer le banc, quoi. Ouais, je pense. Qu'est-ce que c'est Cyril Banc déjà ? C'est le banc. Ça, c'est la question qu'on pose, c'est quelle est votre définition de cirer le banc ? La vôtre ? Alors moi, j'ai réfléchi. À quoi vous pensez ? J'ai réfléchi, vu que j'ai écouté les autres épisodes, j'ai réfléchi hier en roulant à qu'est-ce que j'allais répondre. Et puis le soir, en regardant l'étape du Tour de France, il y avait sur Eurosport, ils sont 4 à tout le temps taper les théories, les commentateurs. C'est vraiment hyper drôle. Et puis à un moment donné, ils ont dit bon, depuis ici c'est facile, on fait que cirer le banc. Du coup, j'ai dit bon, bah, ça ira bien, ce sera ma réponse. Et puis toi ? Moi, je pensais qu'à la base, c'était genre les remplaçants genre d'équipe de foot, genre qui jouent jamais, tu sais. Genre qui restent tout le temps sur le banc et qui tirent des théories aussi, du coup. Ouais. C'est un peu ça que je pensais. Je crois que c'est un peu ça. C'est un peu l'essence, mais après on peut adapter un peu à la sauce de chaque sport, comme tu disais avec ces fameux journalistes de Eurosport. Mais c'est vrai que je pense que du coup, quand il y a le Tour de France, là, les étapes en fin de journée, et puis qu'il y a plein de gens qui regardent, ouais, là on tire le banc, on tire des théories, mais nous on est devant la télé. Alors, on va commencer d'abord par la première thématique, c'est vos débuts finalement dans le vélo. On va ensuite parler un peu plus de vos carrières sportives à vous deux, avant de bien sûr terminer par la création du Arsa Racing Team, votre équipe. Et puis pour finir, Romain, la banquette avec une petite spécificité cette fois. Bon, on s'est donné à cœur joie, on a eu une très bonne idée, et puis on va exploiter ça à la fin, vous verrez. On va pas spoiler. Du coup, pour commencer cette première thématique, cette passion du vélo, vous pouvez nous raconter un peu d'où elle est venue ? Elle est venue de notre papa à la base. En fait, c'est lui qui depuis qu'on est né, il nous a mis sur un vélo. Parce que lui, dès les débuts du VTT dans le canton de Fribourg, il était là. Donc, il a un peu créé la Coupe fribourgeoise, etc. quand il avait autour des 20 ans. Du coup, on a les deux, je pense, des photos de nos premières courses à Grand-Villard à 3 ans. Du coup, on a vraiment tout de suite été mis dans le bain. Donc, ça vient vraiment de là, je pense. Toi, Julien, ton premier souvenir à vélo, c'est quoi ? Je sais pas si c'est vraiment des souvenirs ou plutôt des vidéos que j'ai vues, mais je me rappelle quand on construisait notre maison à Sorens, ça fait je pense, je sais pas, 12-13 ans, il y a une petite vidéo où je suis sur le premier vélo qu'on a toujours, d'ailleurs le premier vélo qu'on avait dans la famille, et puis ouais, c'est une vidéo de moi qui monte la pente, et puis après je voulais absolument voir la vidéo, j'allais chez mon papa et puis je disais je veux voir. Mais non, souvenir, je sais pas
j'ai pas une monstre mémoire, donc plutôt des vidéos qu'on a vues. Ouais. Est-ce qu'à vos jeunes âges, il y avait déjà l'occasion de faire du VTT ou c'était plutôt du vélo de route? Non, alors on a toujours fait du VTT en fait. Notre maman elle était pas trop chaud pour qu'on fasse du vélo de route parce que c'est assez dangereux sur les routes. Du coup, en fait, on a toujours fait du VTT. Puis c'est vrai qu'avec le club, là, à la Pédale Bulloise, on pouvait commencer déjà à 7 ans au club où ils nous apprenaient le VTT. Donc on a vraiment été toujours là-dedans, ouais. Bon, le VTT, c'est quand même un petit peu dangereux, suivant comment aussi. Ouais. Ouais, j'ai jamais compris non plus la décision de ma maman qui veut absolument pas qu'on fasse des courses de vélo de route encore maintenant. Bon, c'est vrai que dans un peloton, ça frotte et c'est un peu dangereux, mais c'est vrai que des fois, tu regardes les parcours qu'on fait à VTT. Moi, dans ma tête, ça me paraît aussi beaucoup plus dangereux. Mais ouais, notre maman veut absolument pas qu'on fasse du vélo de route. L'intégration dans un club, c'était à quel âge? Vous parliez de la Pédale Bulloise, c'était à peu près à quel âge ça? T'as pas le droit avant 7 ans. Donc, je crois pour nous deux et puis encore notre grand frère, ça a été direct dès qu'on pouvait à 7 ans. Même déjà avant, on essayait d'aller un peu, mais avant 7 ans, ouais, tu peux pas rentrer. Et puis dès qu'on pouvait, on a tous été, je crois. Mais est-ce que votre papa était impliqué dans ce club de la Pédale Bulloise? Oui, ouais, il a été président pendant 10 ans. Du coup, quand on a commencé, il était juste entraîneur. Mais après, c'est vrai qu'il a pris la présidence pendant 10 ans, ouais, je crois. Du coup, il était bien impliqué. Et quand tu commences à 7 ans dans un club de VTT, ça ressemble à quoi un peu les entraînements J'imagine que vous n'allez pas directement dans la forêt, quoi. Non, il y a beaucoup de groupes différents. Et puis un peu en fonction du niveau, ils organisent un peu en début de saison dans quel groupe tu vas et tout ça. Donc les têtes inconnues, je crois qu'au début, il y a une initiation avec des petits obstacles devant la condamine où c'est le rendez-vous un peu de tout le début des entraînements. Puis après, ils définissent un peu le niveau en gros que tu as et puis ils disent un peu le groupe. Mais ça ressemble au début plus à des promenades où on va quand même beaucoup à Boulaire, mais aussi un peu sur les chemins graviers. Et puis c'est surtout, tu discutes surtout beaucoup. Et puis c'est un peu plus une promenade, je pense, quand tu es tout petit. Mais après, il y a des entraîneurs qui savent vraiment faire avec les jeunes et puis du coup qui apprennent, je sais pas, à clipper ou les trucs vraiment de base. Et puis après, tu évolues un peu au fil du niveau, quoi. C'est quoi clipper? Clipper, c'est c'est pas le VOC. les pédales à clip. Ah, okay. Ouais, voilà. Clipper, tout simplement. C'est à partir de quel moment que c'est devenu un peu plus concret pour vous, puis vous êtes passé de je fais du vélo tout simplement à je vais vraiment faire du VTT et de la compétition? Alors, moi j'ai toujours fait un peu des courses, mais vraiment un peu plus freestyle, pas trop de préparation et tout. Et puis c'était donc quand j'étais en deuxième d'apprentissage, donc en fait c'était assez sur le tard, je devais avoir 16-17 ans. Du coup là où je me suis motivé à prendre nutritionniste, entraîneur, tout pour perdre du poids et puis m'entraîner plus pour être un peu sérieux, quoi, pas juste pour être là pour acheter du terrain. Mais toi c'était un peu plus tôt, je pense. Moi, c'est un peu plus tôt quand j'ai beaucoup fait de l'uni-hockey. En fait, notre grand frère a fait vélo après uni-hockey, puis on a tous suivi la même chose. Et puis, j'étais vraiment pas du tout motivé, genre d'aller aux entraînements à vélo et tout. J'avais vraiment pas de motivation, donc j'ai hésité à arrêter le vélo. Et puis finalement, j'ai juste pas arrêté, puis j'ai bien fait, parce que la saison d'après, c'est l'uni-hockey que j'ai arrêté. Puis là, j'ai pris un entraîneur personnel, donc Léo Lhomme, c'est mon cousin. Et puis, c'était en 2018, je crois. Et puis depuis là, depuis que j'avais un entraîneur personnel, en fait ça m'a donné la motivation parce que j'arrive pas moi à me dire maintenant un samedi dire là je vais à vélo 2 heures, j'ai pas envie. Du coup si j'ai entre guillemets l'obligation, c'est pas une obligation parce que bien sûr je prends plaisir et tout, mais un peu cette obligation de devoir s'entraîner, ça m'a motivé. Et puis c'est ça un peu qui a fait que je devienne un peu plus professionnel dans ce que je fais. Mais il y avait déjà des bons résultats au niveau suisse? Ou c'est plus d'abord je prends un entraîneur et après ça me fait progresser pour faire des bons résultats dans les compétitions nationales? Non, les résultats étaient très mauvais. Même au niveau régional. Ouais, non, franchement c'était pas bon. Et puis, ouais, alors là je parle pour moi parce que le grand frère par exemple toutes les régionales il les gagnait. Non, mais ouais pour moi c'était vraiment pas terrible. Et puis du coup c'est vraiment plus la motivation de prendre l'entraîneur qui a donné plus de résultats après. Mais tu n'avais aucune certitude de pouvoir t'améliorer à ce moment-là quand tu prends un entraîneur? Non, mais après je le faisais surtout pour moi aussi parce que physiquement j'étais pas au top et tout. Du coup je le faisais pour moi, perdu pour essayer de s'affûter un peu et puis être un peu plus devant dans les courses et puis avoir plus de plaisir à les faire, quoi, plutôt que pour les résultats à la base. Mais quand tu prends un entraîneur, une nutritionniste, forcément ça demande plus de temps, plus d'implication. Il y a aussi peut-être une charge financière là-dedans. Comment ça se passe?
Bon, après, niveau temps, voilà, c'était bien adapté hein, au début, vu que je faisais mon apprentissage et puis que les horaires n'étaient pas faciles. Les entraînements étaient bien adaptés, c'est sûr, je m'entraînais pas autant d'heures que je faisais maintenant. Mais au moins, c'est structuré et puis c'est suivi. Donc, si tu es fatigué, tu fais moins. Enfin, tu regardes avec l'entraîneur. Donc, au moins, c'est suivi. Et puis, aussi, comme il disait, ça te motive à de toute façon rouler plus, quoi. Donc, si tu as 2 heures sur ton plan, ça te motive à aller faire 2 heures et puis pas que, je sais pas, 1 heure après le travail, quoi. Ouais, c'est toujours des propositions, en fait, même avec le nutritionniste, avec le coach, c'est comme il le dit, bon, on te fait une proposition de ce qui pourrait marcher pour toi, et puis après, de toute façon, t'adaptes. Tu fais jamais à la lettre. Enfin, il y en a sûrement qui font à la lettre, et c'est sûr, ça marche sûrement mieux, mais ouais, c'est souvent ce qu'ils disent, c'est des propositions, puis après, tu prends ce que tu prends, quoi. Parce que ça n'existe pas les clubs de VTT où Oui. tu t'entraînes avec des groupes. Ouais, mais c'est un peu différent, en fait. Il y a vraiment les clubs où c'est 1 à 2 fois par semaine, où tu vas en groupe rouler. Et puis, il y a les coachs. Bah, là, on s'entraîne entre 5 et 6 jours par semaine sur le vélo. Donc, c'est quand même un step en plus. C'est bien différent où quand tu fais 4 heures par semaine, du coup, avec ton club, ou quand tu vas faire, je sais pas combien ça fait au total, mais à peu près 12-13 heures par semaine, un peu en moyenne. Pour les uns de nous, maintenant Ouais. Ouais, un peu plus même, je pense. Ouais. Bon, après, ça dépend. Moi, je travaille moins que lui. Du coup, du coup, je peux m'entraîner plus, mais ouais, en gros, minimum, je pense. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur. On s'intéressera un petit peu à vos à côté après. Là, on va plutôt parler un peu de votre carrière sportive. Alors, on a vu que vous touchez à plusieurs sports différents dans le monde du cyclisme, avec le cyclocross ou bien le VTT. Pour les gens qui ne le savent pas, est-ce que vous pouvez décrire ces deux disciplines ? Tu fais le cyclocross, je pense. Ouais, je pense, je connais un peu mieux. Ouais, du coup, le cyclocross, en fait, c'est un sport qui, à la base, c'était un complément du vélo de route pour l'hiver, pour continuer à pouvoir faire des courses. Mais maintenant, c'est vraiment devenu une discipline à part entière. Donc, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est un espèce de vélo de route avec des pneus plus larges, avec des crampons. Et puis, donc la saison, elle se passe d'octobre à février. Donc, c'est vraiment le complément de la saison d'été. Donc, c'est plus un sport d'hiver qui se fait, mais par contre aussi en boucle sur 1 heure, comme ça, quoi. Puis le VTT, c'est ce que tout le monde fait en fait, à peu près quand on commence le vélo. Donc pour nous, c'est le cross-country. Donc il y a différents, il y a plutôt le marathon où ça c'est une longue distance, où tu rejoins un point B ou bien un grand tour. Et puis nous, ce qu'on fait le cross-country, c'est aussi pendant 1 heure, 1 heure et demie, justement des tours sur une boucle technique. Donc voilà, c'est un peu. Puis la référence au niveau suisse, c'est Nino Schurter, référence au niveau mondial, au niveau interplanétaire, universel, partout. Tout ce qu'on veut. Au niveau sportif même, entre tous les sports. On a vu pas mal de coureurs faire du vélo de route puis se retrouver au cyclocross. Il y a des noms bien connus, Van der Poel, Van Aert, ou même l'inverse avec Thomas Pidcock qui a fait cyclocross et ensuite vélo de route. Pourquoi vous avez cette volonté de vouloir toucher un petit peu aux deux sports ? Bon, alors, en tant que fan de cyclocross, je suis obligé de te corriger. En fait, Van Aert et puis Van der Poel, justement, ils ont aussi commencé. Tous ces Belges et Hollandais, ils ont commencé par le cyclocross pour ensuite aller sur la route. Faut pas toucher au crossman. Surtout pas à Mathieu. Non, mais en fait, ouais, ils ont vraiment commencé le cross parce que là-bas, c'est une académie et tout le monde le fait. Et puis, ils ont aussi un terrain qui se prête pour. Ils ont beaucoup de sable. Et puis, vu qu'ils ont beaucoup moins de dénivelé qu'ici, ils peuvent pas trop faire du VTT et tout. Du coup, voilà, ils ont tous commencé aussi par le cross. Et puis après, on voit quand ils arrivent sur la route, ça marche, quoi. Parce que c'est un sport hyper complet. Et puis du coup, voilà, ça marche. Et puis quand on voit Van der Poel qui met une attaque dans une montée courte, ça donne pas envie de le suivre. Du coup, c'est clair. Mais moi, c'est surtout ce qui me motive dans le cross, c'est que j'ai beaucoup plus de plaisir à en faire, en fait. C'est surtout ça. Après, est-ce que les résultats qui sont meilleurs, ça aide aussi. Mais c'est vraiment... j'adore des courses comme ça sur 1 heure à bloc où tu dois pas gérer. Donc, c'est vraiment ça que j'aime bien. Tu dois un petit peu gérer l'effort quand même. Tu dois un peu gérer, mais beaucoup moins que sur la route, style où tu peux pas faire que des attaques parce que sinon t'arrives pas au bout, quoi. C'est surtout été un peu changement pour toi. C'est une discipline un peu moins connue. Puis quand il est parti... sur le cyclocross, c'est vraiment là où il a retrouvé une immense motivation, puis qu'après, il a pu un peu évoluer, quoi. Mais du coup, quand vous faites de la route, c'est vraiment par pur plaisir. Ouais, pas toujours plaisir, entraînement plutôt. Entraînement, ouais. Après, moi perso, j'ai fait une course par étape avec Talent Romandie, c'est la sélection romande
C'était justement avec une équipe justement comme un Tour de France. J'ai vraiment bien aimé l'expérience, mais comme je disais avant, notre maman aime vraiment pas. Du coup, dans la mesure du possible, j'essaye d'en faire le moins possible, mais ouais, puis je prends quand même encore plus de plaisir sur le VTT. C'est compliqué de rouler en peloton. Non, alors premier départ, c'est une monstre pression, vraiment de devoir te lancer dans un peloton comme ça fait peur. Mais après, finalement, on est en VTT, on est beaucoup plus habile que en fait un coureur qui a fait toujours du vélo de route. Donc finalement, s'il se passe un truc, s'il y a une chute, ben t'es beaucoup plus apte à éviter et puis ouais, t'es beaucoup plus habile sur le vélo en fait. En revenant sur le cyclocross, Nicolas, tu as participé à plusieurs manches de Coupe du Monde en Italie, en Belgique, en France. Tu as côtoyé les meilleurs coureurs du monde dans cette discipline, comme ton idole Van der Poel. Comment tu te sentais par rapport à ça, de courir avec ces énormes stars finalement? Ouais, alors c'est clair que j'avais commencé en U23, donc là c'est vrai qu'il y avait moins de 6 stars. Mais les premières courses élites, ça mettait un peu la pression quand même avant. Alors au début, voilà, moi j'allais faire des courses où par exemple Van Aert et Van der Poel, ils n'avaient pas participé. Du coup, ouais, c'était des très forts quand même, hein, c'est clair. Mais c'était un peu moins impressionnant. C'est vrai que les 2 dernières années, là, quand j'ai pu courir contre Van Aert et Van der Poel, c'était... Ouais, les semaines avant, c'était quand même beau. Déjà de les voir sur la start list, et c'est hyper cool quand même l'appel des coureurs, il est en face de toi, il discute vraiment, vraiment au plus près, quoi. Après, c'est clair que dès que tu es appelé sur la ligne de départ et puis pendant la course, tu n'y penses plus parce que tu as autre chose à penser. Donc, tu n'es pas trop impressionné, mais ouais, c'est quand même stylé de se dire que j'ai pu courir avec eux. C'était quoi le plus compliqué dans ce passage U23 à Elite? Bon, le niveau, il est vraiment énorme, hein. En élite, on a la règle, c'est une règle des 80%, ça s'appelle. Donc en gros, si on a 80% du temps autour du premier de retard, il nous arrête. Donc en gros, si le tour il fait 10 minutes et qu'on a 8 minutes de retard, on se fait arrêter. Mais comme en cyclocross, les tours ils sont super courts, genre 6-7 minutes. En fait, on se fait vite arrêter. En fait. Donc, on a de la peine à finir les courses quand c'est des Van der Poel devant qui tirent comme des malades, puis qui mettent déjà 1 minute les deux, ils mettent déjà 1 minute 30 au troisième. C'est vraiment chaud. Du coup, ça, c'est le plus compliqué. Ouais. Si je me souviens bien, je lisais dans un article de La Gruyère aussi que tu avais été emporté par la foule une fois, une de ces Coupes du Monde, puis tu étais parti à bloc sur les 2 premiers tours, puis après, en fait, tu étais cuit et puis tu n'avais plus pu. Enfin, t'étais mort pour le reste de la course. Ouais, ça c'était pas. J'ai l'article d'ailleurs. on l'a épinglé ici. Ouais, alors c'est clair que en Suisse c'est une chose, mais par contre quand tu vas en Belgique, l'ambiance c'est vraiment un truc de fou quoi. Enfin, Julien il est venu avec moi, on est parti une semaine à Noël l'année passée faire plusieurs courses. Et en plus, il y avait le trio Pidcock, Van Aert, Van der Poel. Mais le public, c'est quelque chose d'hallucinant, quoi. Franchement, je compare toujours ça aux rencontres de jeunesse chez nous. C'est un truc de malade. Ouais, parce qu'en fait, ouais. T'as des cantines sur des terrains de foot, des immenses cantines. Et puis t'as juste des gars qui sont qui boivent toute la journée et qui sont là-bas avec vraiment comme les rencontres de jeunesse, quoi. C'est la même ambiance. C'est un truc de fou. Puis tu sors de la cantine, c'est 14h l'après-midi. Hein, puis tu sors de la cantine et puis t'as les élites qui sont en train de faire la course, quoi. Les gars, ils viennent, c'est incroyable. C'est 20 à 30 000 personnes par jour, quoi. Parce que là-bas, la semaine de Noël, sur 7 jours, il y a 5 courses. Puis sur les 5 courses, tu as passé 20 000 personnes qui viennent regarder et puis qui mettent le feu, en fait. Puis du coup, tu te sens obligé d'aller plus vite que ce que tu peux. Toi, Julien, tu es toujours en U23. Ça t'a donné un peu envie de participer, de toucher au monde élite ou... Ouais, alors là, je suis en première année. Donc, c'est surtout pour prendre un peu d'expérience. Après, ouais, au niveau national, on peut atteindre le niveau élite grâce aux points qu'on fait. Mais sinon, au niveau international, on est obligé. En fait, c'est avec l'âge. Du coup, j'ai encore 4 ans pour m'y préparer. Mais ouais, c'est clair que ça fait envie et j'aimerais aller au moins jusque là-bas, quoi. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une rétrospective de votre saison pour le moment, que ce soit en cross-country ou bien toi, Nicolas, de ton côté, comment ça se passe? Ouais, moi je suis arrivé dans cette nouvelle catégorie 23. Donc en course nationale, on court dans une catégorie qui s'appelle amateur. Donc le but c'est de faire des points pour après courir avec les élites en national. Donc dès l'année prochaine, normalement je devrais avoir les points. J'ai pas encore fait le calcul, mais j'ai fait des assez bons résultats. Notamment j'avais fait un podium au Tessin. Et puis 2 podiums au Tessin en fait, 3 podiums au Tessin même, une fois à Monte Tamaro et puis une fois un double week-end de course à Lugano.
Donc ouais, ça s'est bien passé, pris l'expérience que je devais prendre et puis réussi à me qualifier pour mes 2 premières Coupes du Monde, donc à Lenzerheide en Suisse, où c'était un peu moins une surprise on va dire, parce qu'il y a un peu plus de places vu qu'on est en Suisse. Puis après, la semaine d'après en Autriche, où là il y avait que 4 places délivrées par l'équipe nationale, donc c'était vraiment... Ouais, j'étais vraiment content et un peu inattendu d'aller là-bas, donc c'était vraiment cool. Comment tu as vécu justement ces 2 moments de coupe internationale? Alors Lenzerheide, c'était vraiment détendu parce qu'en fait on est allé déjà 3-4 jours avant là-bas. On avait un appart, on a pris dernière minute, on a réussi à avoir un truc à 200 mètres du départ. Donc j'ai vraiment rien fait pendant 4 jours, et enfin à part m'entraîner et puis aller sur le parcours. J'étais vraiment dans ma bulle, donc c'était vraiment trop cool. Belle expérience. Après, au niveau de la course, c'est plus à Lenzerheide, c'est mieux passé que l'autre. Mais tu pars de toute façon tout derrière. Lenzerheide, je suis parti dernier. Genre, il y a l'appel des coureurs sur la ligne, j'étais dernier. Et puis, donc ça, c'est assez drôle. Et puis après, il faut remonter. Mais du coup, tu as beaucoup moins de pression qu'une course nationale, parce qu'en fait, tu te dis, voilà, je fais de mon mieux. Et puis ça s'est bien passé. Et puis le parcours est vraiment cool. Et puis il y a Dario Lillo, donc le gars qui domine en U23, qui est suisse. Et au moment où il gagne, en fait, j'étais à la moitié de mon dernier tour à peu près. Et puis il y avait une ambiance de folie, parce que Lenzerheide, c'est vraiment incroyable au niveau de l'ambiance en Suisse. Et puis du coup, ça m'a porté. Et puis j'ai fait un dernier tour vraiment incroyable. Du coup, ouais, une belle expérience. Ouais. Mais sans trop de pression. Et puis un peu comme ça. Puis après en Autriche... En Autriche, un peu plus difficile. C'est vraiment un parcours connu pour être très roulant. Et puis, c'est vraiment des grosses montées. Ça me correspond un petit peu moins. Et puis, c'était vraiment difficile. Puis là aussi, justement, cette règle des 80%, je me suis fait rattraper en Autriche. Et puis, j'ai pas pu finir. Donc, un peu déçu. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est cool de déjà pouvoir participer. Première saison U23. Puis toi, Nicolas, comment ça se passe? Du coup, moi, ça c'est la saison de cyclocross. Du coup, ça se chevauche un peu sur les 2 saisons, mais l'année passée, ça s'est bien passé. J'étais content. Surtout le highlight, c'était quand même la semaine de Noël justement en Belgique, là où j'ai pu faire les Coupes du Monde avec justement cette ambiance et tout. Mais après, du coup, fin janvier, j'ai changé d'entraîneur pour passer sur un entraîneur qui est spécialiste du cyclocross. Il est français et ils ont une académie de cyclocross en France et tout, donc vraiment basé là-dessus. Donc on s'est clairement dit que la priorité numéro 1, c'était la saison d'hiver. Donc la saison d'été, on la mettait un peu de côté. Donc on a défini 2 objectifs. Là, en l'occurrence, c'était les championnats suisses Sacro-Montana. Mais en gros, je ne me préparais pas du tout pour ça. Mais j'ai vu qu'en changeant d'entraîneur et de technique d'entraînement, en fait, j'arrivais quand même à faire des meilleurs résultats. Et sur l'objectif Sacro-Montana, j'étais vraiment bien. Donc là, je suis content et puis confiant pour la saison d'hiver. Du coup, là, tu es en pleine préparation, c'est ça? Ouais, là, en fait, là, je sors de 2 semaines de pause où j'ai complètement coupé après la Bergy Bike. Et là, je reprends cette semaine. Donc, c'était d'autant plus dur le tour qu'on a fait aujourd'hui. Et puis, du coup, là, je reprends sur beaucoup de fonds, vraiment beaucoup d'endurance, beaucoup d'heures d'entraînement, jusqu'à début septembre où la saison, elle commence déjà, en fait. Donc, ouais. Et puis cette saison de cyclocross, ton objectif, ce sera quoi? Participer à certaines manches de Coupe du Monde? C'est quoi un petit peu ce que tu as en tête? Alors l'objectif vraiment numéro 1, ce sera de participer là, sur le championnat d'Europe au tout début de saison. Donc en fait, il faudra arriver sur les 4 premières courses de la saison déjà très en forme pour faire des bons résultats, pour être dans la sélection. Parce qu'en fait, la Coupe du Monde, on a 6 places, mais... si tu as envie d'y participer, en fait, si tu demandes et qu'il reste une place, ils te prennent. Alors que le championnat d'Europe ou le championnat du monde, c'est des courses d'un jour, beaucoup plus importants, donc ils te prennent vraiment selon ton niveau. Donc s'ils veulent prendre que 2 personnes, parce qu'il y en a 2 qui ont le niveau, ils prennent que ça. Du coup, si tu es sélectionné, c'est vraiment que tu as franchi un cap et que tu fais partie des meilleurs Suisses. Donc ça, ce sera l'objectif numéro 1 de la saison. Et aussi, plus tard, ce sera de repartir 3-4 fois en Belgique pour refaire des courses Coupe du Monde comme l'année passée. Et de ton côté, Julien, c'est quoi les objectifs, les futurs objectifs sportifs? Alors, pour l'instant, là, je vais partir faire un peu différent cette deuxième partie de saison, parce que courir en amateur, c'est cool, mais il y a un niveau moins dense que par exemple en junior avant ou bien avec les élites. Donc, j'ai décidé de deuxième partie de saison faire un peu différemment. Je vais partir au Danemark avec Mark Slinger, justement celui qui est le propriétaire d'ici. Il est danois, et donc on va à Copenhague une semaine. Je vais bosser à distance, puis là-bas on va faire 2 courses
de gravel. Donc ça, c'est encore, c'est presque comme le cyclocross, mais plus les courses plus typées vélo de route. C'est un peu compliqué. Il n'y a pas assez de montagnes pour faire du cyclocross, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas assez de talus, ouais. Et puis du coup, je vais aller faire ces 2 courses dans l'idée de me sélectionner pour les mondiaux de gravel qui auront lieu en fin d'année. C'est un peu moins élevé de sélectionner pour ça que pour, par exemple, une Coupe du Monde, un championnat du monde de VTT. Mais du coup, d'aller un peu gravel, c'est assez intéressant de découvrir un peu ce sport, cette discipline qui est un peu en train de monter. Qu'est-ce que ça pourrait t'amener justement le fait de peut-être pouvoir participer au championnat du monde de gravel? Au niveau sportif, je pense que c'est pas forcément de pouvoir participer à ces mondiaux, mais d'aller faire du gravel, c'est aussi quelque chose de différent. Ça se rapproche un peu plus de la route, mais sans que ce soit autant dangereux que la route, du coup. Ça plaît plus à ma maman. Et puis, non, sinon, au niveau de l'histoire à raconter, c'est aussi une discipline un peu moins connue ici. Donc aussi de pouvoir un peu raconter cette histoire, ça apporte quelque chose de positif. Tu parlais avant, Nicolas, de la Bergibike. Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Début Geste, c'était la sûrement dernière édition. Parce que apparemment, il n'y aurait pas une édition en 2024, faute de relève dans le comité d'organisation. Comment est-ce que vous expliquez un petit peu cette baisse d'engouement dans cette discipline du VTT dans la région? C'est assez dur à dire. C'est un peu triste parce qu'on voit que toutes les courses, même les plus grandes courses comme le Grand Raid, il y a beaucoup moins de personnes. Aussi au niveau bénévole. Et puis, ouais, après, je pense que c'est des modes. Là, on voit que la mode des trails et tout ça, c'est quand même plus là. Les gens, ils ont plus envie de faire peut-être des trails. Après, ça coûte aussi beaucoup moins cher. Le VTT, c'est hyper cher quand même. Il faut se dire, si tu veux un bon vélo et tout, il faut compter plus de 10 000 francs. Et puis, il faut beaucoup de préparation. Alors que la course à pied, il y a juste à aller courir en forêt. Du coup, je pense que c'est aussi un peu ça, la baisse d'engouement. Et puis ça vient aussi de plus en plus compliqué d'organiser des courses. Ça, c'est clair. On a vu, moi, j'organisais le Critérium à Bulle. Cette année, on ne peut pas faire parce que l'autorisation et tout ça, c'est super compliqué. Donc aussi, c'est peut-être un peu démotivant. Je ne sais pas vraiment si c'est pour ça, mais voilà, c'est peut-être une raison. Ouais. Après, j'ai l'impression, on voit l'exemple avec la course où maintenant c'est le trail qui prend vraiment le dessus, tout le monde s'inscrit. Et on parlait du gravel avant, je pense vraiment que le gravel, je pense que les gens qui font des courses populaires, justement, ça pourrait amener une nouvelle vague. J'ai pas envie de dire que la vague du VTT est passée parce que ce serait triste, et puis je le pense pas, mais c'est vrai peut-être d'apporter un peu un truc différent, un truc qui est moins connu chez nous. Peut-être ça peut redonner une vague. Là, moi j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague qui arrive, c'est celle du cyclisme vraiment route avec un peu ce renouveau au niveau du Tour de France, avec la série Netflix et tout. Ça amène un public nouveau aussi, mais un public un peu différent. Après, c'est aussi difficile, c'est moins accessible, je pense, pour un monsieur tout le monde de devoir aller faire une course de vélo de route qu'une course de VTT. Parce qu'il y a justement cet aspect un peu dangereux de la route, il y a cet aspect aussi tactique. Je suis pas sûr que... Je suis pas d'accord avec toi. Non, je suis pas vraiment d'accord avec ça parce qu'on voit que les courses de route populaires, style un tour des stations ou des trucs comme ça, en fait, ça prend un monstre engouement. En fait, il y a des milliers d'inscrits et puis limite des fois ils doivent refuser du monde. Après, c'est clair, c'est populaire, c'est pas des courses élites, mais je pense ça motive beaucoup. Typiquement, cette série Netflix, on n'a pas encore vu ce que ça donne parce qu'elle vient de sortir, mais on voit que les nouveaux duels là, avec les coureurs qui ont du punch, qui attaquent et puis qui vont de l'avant et puis qui attendent pas les derniers kilomètres pour attaquer, je pense que ça motive les gens et puis les gens ils se disent j'aimerais bien faire ça quoi. Et puis techniquement aussi c'est plus facile de faire de la route, faut juste aller sur la route, on n'a pas besoin de capacité technique dans la forêt comme ça, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça prend plus la route. Avoir les Van Aert, les Van Der Poel, les Thomas Pidcock dans le cyclocross, ça c'est quand même une belle vitrine pour le sport. Ah ouais, à fond. Continuer à le développer. Ouais, non, quand même. Et puis c'est toujours bien qu'il fasse tous les sports, je trouve. Pidcock, là, il a gagné la Coupe du Monde à Nove Mesto de VTT. Il gagne des cyclocross, il arrive à faire un Tour de France comme il a fait sur la route, ou bien il gagne des classiques ou comme ça. Donc je trouve que c'est beau de les voir partout parce que les gens ils les suivent et puis du coup comme ils connaissent les noms, ils vont aller voir les courses de cyclocross parce qu'ils connaissent les noms de ceux qui sont devant. Et puis même chose pour la route et le VTT, donc je trouve que ça c'est vraiment cool. Moi je connais pas assez cyclocross, j'espère que tu pourras m'aider un petit peu sur ça, mais avec justement ces nouveaux gros noms, il y a aussi des gros duels, ça devient intéressant à regarder. Ouais. Est-ce qu'avant dans les années
les années avant, il y avait aussi des duels comme ça qui étaient intéressants à regarder où c'était un peu plus un qui dominait ou bien vraiment des gagnants dispares. Alors, je suis pas un expert de l'histoire du cyclocross parce que je m'y suis mis vraiment tard, mais je dirais que l'exemple numéro un, c'est vraiment Sven Nys. Ça, c'est un Belge. Puis lui aussi, c'est une superstar en Belgique. Vraiment, je pense qu'il doit au retour des 50 ans, donc ça fait peut-être 15 ans qu'il a arrêté le vélo. Mais là, il passe dans le public, il y a tout le monde qui ça fait autour de lui pour lui demander des photos et tout. Donc lui, c'était vraiment la superstar de l'époque. On a aussi Pascal Richard qui avait fait champion du monde, hein, lui de la région, là il est vaudois, il avait fait champion du monde, donc c'est clair qu'il y avait aussi des superstars, mais je pense un duel comme on a maintenant, on n'a jamais vécu ça, mais je pense même sur la route en fait, entre Vingegaard et Pogacar, c'est pareil, je pense qu'on n'a jamais vu une aussi belle époque du cyclisme que maintenant. Ça amène des gens aussi forcément quand tu as des autant beaux duels. Ah, c'est clair. Ouais, après, c'est clair que la même course qu'on était à Noël l'année passée, sans le duel, ils étaient 3, mais sans ces 3-là, je pense qu'il y a beaucoup moins de personnes qui viennent regarder. Mais il y a aussi c'est un peu un monde différent. Tu vas en Belgique, tout le monde connaît en fait. Et puis chez nous, tu as l'impression que ce monde, il n'existe pas en fait. Tu vois à la télé les courses, mais tu arrives là-bas, tout le monde connaît n'importe quel coureur. Même ils venaient chez Nicolas demander des cartes dédicacées avant les courses. Les gars, ils sont fous du cyclocross. Et puis ici en Suisse, c'est un vélo de route avec des pneus à crampons, quoi. Ici, on doit encore expliquer ce que c'est. C'est assez ouf, On la était obligé différence. de vous poser la question. Les auditeurs comprendront enfin ce que c'est le cyclocross maintenant. Allez vous renseigner maintenant. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. Mais ça me permet de faire le lien avec le troisième thème, la création de votre team, qui a aussi pour le but de développer ces sports de route et aussi les jeunes athlètes de la région. Alors c'est en novembre 2022, vous signez un contrat de 2 ans avec Arsa Racing, qui est votre début de votre propre structure. D'où elle est venue cette idée de créer votre équipe ? En fait, Nicolas avait vu que certains coureurs avaient justement fait un peu leur propre structure, soit seul, soit avec des autres. Et puis, en fait, les deux, on était dans un team depuis, 3 mois, 2 ans, et puis toi un peu plus. Et puis, en fait, ce team a arrêté. Et puis, on s'est retrouvé sans team. Et puis, un jour, on a discuté. Est-ce qu'on commence à envoyer des dossiers par-ci, par-là ou pas ? Ça me motivait pas non plus de faire les recherches, Nico, je sais pas. Et puis du coup, on s'est dit, en fait, on a qu'à créer notre truc. Et puis on a toujours eu envie de créer un truc, que ce soit une marque de vêtements. On a toujours essayé des petits trucs. Et puis on s'est dit, ça c'est la bonne occasion. Puis par le team, du coup, on a quand même créé une marque. Et puis on a fait ce qu'on voulait faire à travers. C'est une structure familiale, hein, donc il y a vous deux, il y a le frère, la maman, le papa, c'est juste ? Alors, à la base, ça devait être un peu plus large. On a eu un peu des soucis en début de saison. On devait être 3 athlètes. Du coup, on est maintenant 2. Mais en fait, on aimerait, oui, que ça reste familial, mais on aimerait un peu développer ce truc, que ça vienne vraiment une vraie équipe. Donc, on a des ambitions pour les années prochaines d'avoir aussi d'autres athlètes pour pouvoir faire une vraie structure. Ouais, je disais familial parce que j'ai vu le papa donner des bidons. Oui, dans oui. les courses. Oui, alors surtout pour moi en hiver, parce que en fait, en cross, on a plusieurs vélos qui sont identiques, et puis parce qu'il y a tellement des fois en hiver de boue et tout ça qu'en fait on peut plus tourner les roues, puis plus changer les vitesses. Du coup, en fait, on passe à la zone, on change de vélo, on prend un vélo propre, et puis là, il y a papa qui prend le vélo, et puis pendant le tour, il va le laver avec un avec un Karcher. Je lui ai donné du boulot cet hiver d'ailleurs, parce qu'il y avait bien des courses d'aigle. Donc ouais, c'est sûr que pour l'instant, sans le soutien des parents et puis de la famille, on peut rien faire. Mais ouais, c'est clair que le but à moyen terme, je dirais que c'est de professionnaliser l'équipe en ayant un staff peut-être externe et puis laisser un peu de répit aux parents qui ont déjà bien assez donné. Après, ça date aussi même d'avant le team, où c'est vraiment, je pense que notre objectif à nous, c'est un objectif familial, que ce soit maman qui vient au départ chercher les vestes, qui nous suit, qui est à fond, qui fait des vidéos, papa qui fait justement la zone, Romain aussi, notre grand frère, quand il est là, il est aussi à fond et puis il nous aide. Donc ouais, c'est un truc familial, on vit là-dedans et puis on parle un peu que de ça aussi à la maison. Et puis ouais, c'est un objectif déjà familial avant le team. Comment ça s'est passé pour monter cette team, surtout au niveau du sponsoring, parce qu'on pense bien que pour monter une team de vélo, il faut quand même un gros soutien financier. Ouais, c'est clair qu'il faut un beau budget parce qu'on a un sport qui coûte cher.
Donc on a dû bien bosser pour rechercher les sponsors. Alors, bon, on va pas mentir, ça n'a pas été super compliqué parce qu'on a vraiment de la chance d'être dans une région où bah, là, même la région est très familiale et puis du coup tout le monde est un peu soudé, puis tout le monde est un peu autour du sport parce qu'il y a beaucoup de bons sportifs dans la région. Donc vraiment, on n'a pas eu beaucoup de refus. Après, bah, c'est clair, on a été voir des entreprises où on connaissait les gens un peu, hein, où on a pu négocier des contrats, mais franchement, ils ont vraiment bien répondu et puis il faut vraiment les remercier pour ça parce que bah, ouais, c'est clair, sans tous les sponsors qu'on a, en fait, on a beau vouloir faire l'équipe, mais on peut rien faire en fait. Parce que concrètement, ils vous aident à quoi ces sponsors? Alors c'est quasiment que de l'aide financière, hein. Ça c'est clair pour le matériel, vélo, ben, les déplacements, c'est clair. Quand on est sur les courses, on est souvent plusieurs jours, on doit payer les hôtels, les inscriptions, etc. Donc ouais, ils nous aident vraiment financièrement et puis moins, c'est pas du staff sur les courses par exemple. Et puis c'est Arsa, une entreprise de construction qui est le sponsor principal de l'équipe et donc le nom aussi de l'équipe. Ouais, exactement. Bah, ça se fait souvent comme ça dans le vélo où le sponsor principal, en fait, c'est le nom de l'équipe, bah, comme on voit sur le Tour de France ou comme ça. Donc on a décidé de faire la même chose. Puis maintenant, il y a combien de personnes dans cette équipe et d'athlètes? Alors là, Pour l'instant, on est 2. non, mais dans 2 semaines, on sera 3. On va être rejoints par Lucie Droux de Charmey. Elle court maintenant pour le club de la pédale bulloise, donc elle va venir pour nous. Et l'année prochaine, donc on sera 5 coureurs. On n'a pas encore les noms officiellement, mais on sera 5 coureurs du coup pour l'équipe. J'ai entendu pas. Antonin Savary, vous le soutenez Oui, ou... c'est vrai qu'on oublie de le dire. Non, Antonin, on s'entend hyper bien avec et il a vraiment un peu la même vibe parce qu'on essaie d'apporter au team. Et puis, ouais, on a eu une période où pendant 2 semaines, on se voyait presque tous les jours, un peu par-ci par-là. Moi, j'ai fait un film sur lui qui va sortir au début de la saison d'hiver, sur ses premiers mondiaux et tout. Donc, on a été un peu ensemble pendant pas mal de temps. Une fois, on est venu ici, on s'est aussi bien marré avec Nico et tout. Donc, ouais, vraiment un gars qui nous correspond bien. Et puis, un jour, on a discuté, pendant que je l'interviewais justement pour le film que je faisais, mais qu'en fait, il pouvait rejoindre le team et puis que nous, lui, il portait nos maillots. Nous, on lui donnait déjà l'équipement. Du coup, on a le maillot, casque. Puis éventuellement, pouvoir plus pour les prochaines années. Et puis, c'est vrai que c'est une grande image dans la région aussi. Antonin, que tu parles d'Antonin Savary, il est connu à travers le sport et aussi parce qu'il a cette image de gars détendu puis qui arrive à tout ce qu'il veut. Et du coup, ouais, c'est important pour nous. Et puis, c'est vraiment, ça nous tenait à cœur parce qu'on a cette amitié qui est cool. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Adam Francis de Nouvelle-Zélande. Ouais, alors lui, c'est un gars donc de Nouvelle-Zélande qui est venu faire ses premières courses en Europe ici, parce que là-bas, ils n'ont pas beaucoup. Et puis, il est venu là pour 6 mois. Donc, on a regardé aussi avec lui pour le soutenir sur certaines courses. Vu qu'on devait être 3 athlètes et puis qu'on était que 2, on avait un peu encore du budget pour justement aider des gars comme ça. On a aussi été en Autriche, j'étais avec lui, on est allés les 2 à la Coupe du Monde et tout. Donc lui, c'est temporaire parce que là, il a fait une course là, il y a 2 semaines avec nos maillots. Ce week-end encore. Aujourd'hui, il était sur une course sur route. Puis après, il va gentiment repartir. Alors on verra. Peut-être qu'on veut essayer qu'il garde nos maillots l'année prochaine. Ce serait cool d'avoir un athlète qui vient pas là, mais qui est en Nouvelle-Zélande avec nos maillots. Ce serait drôle, quoi. Mais là, justement, Antonin Savary puis Adam, vous y rejoignent en tant qu'athlète ou c'est juste un soutien un peu différent? Antonin, je dirais que c'est plus ambassadeur un peu du team. Il a dit, ouais, en fait, nous, on l'aide un peu s'il veut faire 2-3 courses de VTT. Là, il a peut-être prévu de faire style open bike ou comme ça dans la région. Et puis lui, son côté, en fait, il nous aide en montrant de la visibilité de l'équipe. Et puis voilà, vu qu'on est potes, on fait ensemble. Mais Adam, c'est quand même plus athlète quand même qu'autre chose. C'est vraiment plus pour l'aider sur les courses qu'autre chose. Ouais. Antonin, c'est pas un monstre officiel, c'est un peu parce que ça nous faisait plaisir à lui et puis à nous qu'il ait nos maillots, quoi. Non, mais on te rassure, Antonin, t'es quand même un membre officiel. Oui. Il n'y a pas de contrat, mais il est membre officiel. Là, vous parlez justement de porter le nombre d'athlètes à 5. En quoi c'est important justement d'avoir des nouveaux athlètes? C'est un peu pour sortir de ce truc on est juste 2 frères qui avons le même maillot, quoi. On a quand même cette envie d'avoir une équipe et puis aussi pour plus tard. On verra jusqu'où on va dans nos carrières, mais le but c'est de rester un peu dans ce monde et d'avoir une vraie équipe pour après offrir la possibilité à d'autres jeunes. Peut-être je peux te laisser dire un peu ça vu que
c'est toi dans l'immédiat qui as cette envie de partager après? Ouais, alors c'est sûr, voilà, je sais pas encore combien de temps je vais pouvoir faire du vélo, ça dépend aussi des résultats et tout ça, mais le but dans le futur, ce serait quand même que je puisse garder l'équipe, donc rester manager et puis pour pouvoir aider les jeunes et puis leur transmettre un peu l'expérience que j'avais sur les courses comme Coupe du Monde ou comme ça, où en fait c'est pas facile quand tu arrives là dans ce monde et puis tu sais pas du tout comment ça va se passer parce que les gens ils t'expliquent pas trop. Du coup, ouais, c'est aussi un but à long terme, donc si on est que les deux, tout d'un coup on a arrêté le vélo, il y a plus rien. Et puis ouais, c'est aussi pour crédibiliser l'équipe parce que à deux, voilà, ça fait pas trop équipe, c'est plus famille. Et puis si on est plus, ça fait vraiment quelque chose de structuré, quoi. Parce que là, un petit peu à court terme, dans les années à venir, le but pour vous, c'est de continuer à faire du vélo ou peut-être dévier un peu, partir justement dans manager l'équipe. Et puis toi, Julien, je sais pas où tu vas aller, mais est-ce que Dans les médias. Ouais. Non, alors cette catégorie 23 où tu es 4 ans au même endroit, c'est un peu, je pense, le dernier moment de savoir si tu pourras soit devenir vraiment une bête et pouvoir en vivre de ça, ce qui est très très compliqué, on va pas se mentir le niveau. Enfin, les gars qui sont tout devant maintenant, ils étaient déjà tout devant à mon âge, mais c'est un peu les années où je sais si je pourrais avoir après dans le futur quelque chose. Donc moi, je regarde encore. Après, Nicolas, je peux te laisser répondre. J'ai vu que j'allais jamais être champion du monde. Non, après c'est clair, là, pour l'instant j'ai beaucoup de plaisir et tout, donc j'adore faire ça. Après, ouais, je vais pas mentir, je sais que je vais jamais faire des podiums en Coupe du Monde ou comme ça. Du coup, là je me suis un peu mis dans la tête une deadline sur cette saison de cyclocross où je regarde comment ça se passe. Justement, je regarde si je peux avoir ces sélections dans les championnats ou comme ça. Et puis après, je pense en janvier-février, on va faire un bilan pour voir si on doit continuer ou pas. Parce que voilà, ça coûte quand même très cher et puis continuer dans le vide pour rester aux places où je suis maintenant, ça m'intéresse pas forcément, quoi. Et puis le but après, ça serait, tu sais pas encore, après ton bilan, après, où tu te dirigeras. Alors déjà continuer l'équipe quand Bosser même. un peu. Donc, Bosser un peu. Ça je suis pas encore prêt. Non, là aussi je vais commencer la formation JS là pour devenir le but à terme entraîneur de performance. Donc pouvoir suivre des athlètes de A à Z en leur faisant des plans d'entraînement, les coachant, etc. pour encore une fois transmettre ce que j'ai. Donc ça, si j'arrive à vivre de ça, ce serait top. Et puis sinon, faut voir justement, là je suis en train de réfléchir un peu déjà pour le futur. Ça nous fait une parfaite transition pour parler un peu de ce qu'on va faire professionnellement. Toi Julien, tu es depuis quelques années chez Up to You. Déjà comment ça se passe, quels sont tes plans? Alors, le plan de base, c'est commentateur sportif. Let's go. Ouais, donc d'être de l'autre côté, du coup de votre côté dans quelques années. Non, ouais, c'est ça. Après, c'est un peu formation, un peu où tu dois quand même faire quelque chose avant. Et puis après, il y a le stage de 2 ans. Je sais pas si vous devez savoir mieux que moi comment ça se passe. Le stage RP, ouais. T'as deux chemins possibles, mais le stage RP, le chemin le plus un des chemins envisageables. Ouais. Ouais, j'avais été 2 fois justement à Radio Fribourg où avec Valentin Danzy, j'avais discuté un peu, puis il me disait aussi c'était aussi le chemin presque le mieux. Enfin, je sais pas après. Mais voilà, du coup, cet apprentissage d'interactif media designer, du coup, ce qui est tout dans la création un peu de contenu, chez Up to You, c'est réseaux sociaux. Je trouvais que ça matchait bien ensemble, et puis j'ai toujours fait un peu des vidéos pour moi et pour Nico à vélo. Du coup, ça matchait bien avec ce que je faisais comme hobby. Et puis je crois que c'est justement c'est pour ça que j'aime me mettre là-bas, c'est parce que ça reste mon hobby. Un de mes clients principaux, enfin un des clients principaux pour qui je travaille, c'est Gauthieron. Donc je vais aussi le soir des matchs filmer. Donc c'est des horaires un peu folles, mais c'est hyper cool. Et puis c'est presque plus hobby que vraiment un travail. Donc ça se passe hyper bien. Après pour la suite, je sais pas, j'ai fait quelques piges pour la Gruyère. Je suis en train de finir d'écrire celle du Trail Charmé là. C'était toi, Trail Charmé. Ouais, voilà, exact. J'y étais l'année passée. et puis voilà, donc ça je teste un peu. Ça me plaît un petit peu moins que parler ou filmer. Donc je pense plus tard soit radio, soit commentateur chez Eurosport. Tu l'as déjà fait à Gruyère Triathlon. Ouais, voilà, ouais, je portais. En fait, j'ai démarré, comme il disait avant, il avait organisé le critérium de Bulle. Puis du coup, ils avaient besoin d'un speaker et puis j'avais un peu la tchatch, donc j'ai fait du coup les 3 ans ça, mais j'étais jamais vraiment sorti du monde du vélo.
J'avais fait une fois le trail charmé en Vounette, mais ouais, déjà c'était le lendemain de mon anniversaire, donc j'étais un peu, j'étais pas en monstre forme. Et puis non, c'était pas le truc qui m'avait le plus intéressé. Peut-être je m'y étais aussi pas assez intéressé au trail, je connaissais un peu moins. Puis là j'ai dit bon, je retente l'expérience une fois maintenant. Ça c'était il y a 2 ans, je crois, le trail, ou l'année passée, je sais pas. Et puis j'ai dit ouais, je retente l'expérience d'aller dans un autre sport une fois avec le triathlon. Et puis ouais, c'était vraiment cool, quoi. Je me suis vraiment bien renseigné sur le sport. Et puis je crois, je sais pas, toi t'étais là, tu pourras me dire si c'était Ah, bien. moi je mais- confirme, c'était bien. Ok, parfait. On sentait vraiment l'engouement, la passion. Puis j'étais aussi avec Baptiste Neuhaus, un gars qui fait du triathlon, qui a aussi fait un bon résultat au Trail Charmé d'ailleurs. Et puis ouais, vraiment, c'était vraiment une journée plaisir, quoi. C'était vraiment cool. Journée plaisir, super. Moi je savais pas du tout que tu voulais faire là-dedans, alors c'est hyper intéressant. Ouais, du coup, oui, ouais. Toujours un peu. Depuis que je suis petit, mes voisins, ils ont dit d'ailleurs, quand je faisais du vélo vraiment dans le quartier, je faisais le Tour de France dans ma tête et puis je commentais, mais genre je gueulais dans le quartier. Et puis il y a un voisin, il a dit, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, mais qui s'asseyait sur la terrasse et puis qui me regardait faire, quoi, parce qu'il pouvait suivre ce qu'il y avait dans ma tête. Du coup, voilà. Je vais quand même balancer un truc. Il joue à la play sur NHL encore maintenant. Il fait les commentateurs dans sa chambre. Ouais, et le Tour de France, j'ai acheté le jeu du Tour de France sur la Xbox et je commente. Je fais des scénarios tout le temps. Puis même le soir avant de dormir, quand je joue avec mon équipe sur le jeu du Tour de France, le soir, je fais les interviews dans ma tête avant de dormir, quoi. Encore maintenant. En petite mise en situation, Pogacar qui attaque Vingegaard, comment tu commentes ça? Je dois le faire. Ouais, maintenant. En plus c'est méga pas facile quoi, je veux dire. C'est qui Pogacar qui a... Pogacar qui attaque Vingegaard en Scénario haut, impossible, de la planche de scénario Belfi. Il est Ah, bloqué des dans la Delphines. moto juste après. Ouais. Je me mets en situation. T'es vraiment dans le contexte en Là, t'es plus. dans le Ça me stresse. J'ai jamais fait ça avec un écran. Non mais c'est pas sympa ce qu'il te fait là. Ouais, non, mais je il vais faut, faire. hein, commentateur sportif, c'est dans toutes les situations. hein. Je vais Ouais, faire. même chez Étape je crois. Ouais, Ah, je vais ouais, faire. c'est clair. Vingegaard qui se regarde avec Pogacar debout sur les pédales, c'est parti. L'attaque de Tadej Pogacar en haut de la planche des belles filles. Ouais, il a déjà mis quelques secondes, il a décroché le maillot jaune. Voilà. Il n'y a pas la moto. Il n'y a pas la moto. Il y a pas la moto, mais vous avez Puis l'idée. normalement il y a Vous avez- Daniel Atienza qui répond. Ouais, voilà. Ou bien Steve bonne Chenel attaque. qui dit une connerie sur Eurosport. Qui se fait engueuler Ouais, après. il se fait engueuler. Il y a la petite musique du quiz. Ah ouais. Non, c'était tip top. Bah bravo. Ouais, bon, merci hein, pour ce moment. Ouais, c'est le moment où t'as. Ouais. Ouais, les frissons. Bah, du coup, c'est ça qui se passe dans ma tête un peu tout le temps. Là encore, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'étais trop cramé pour me le faire. Mais j'ai été au Tour de France avec Maxime, mon cousin, là. Et puis on a fait des intervalles. Puis j'étais dans sa roue pendant l'intervalle, donc au bout. Et puis j'étais en train de me faire un scénario qu'on était au Tour de France. Et puis que lui. Puis je vais garder cette roue parce que c'est comme ça, je pense. Que pour les intervalles, je me motive assez comme ça. Ouais. Il y a des L'année passée, je m'entraînais tout le temps trop fort parce que tous mes entraînements, je regardais pas le compteur et je me faisais des scénarios dans ma tête. Du coup, j'étais à l'attaque dans tout l'école et puis je me mettais à la mort tout seul. Donc voilà. J'aime bien rouler tout seul pour ces raisons. Ça, c'était un bon moment de banquette là. Là, j'ai bien aimé. Là. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer. C'est la transition parfaite pour notre jeu de la banquette, je crois. Exactement. Fallait pas que ça soit une question trop sérieuse à la fin. Non. Sinon la transition Sinon, elle c'est va pas trop- se faire. non. Sinon, la transition. Ce serait juste de découvrir ce concept de la banquette. La banquette. Bon du coup vous connaissez un petit peu des questions Moi, un peu ouais. décalées, Ça va. on dira. Je vais m'adapter. Ouais, il va s'adapter. Donc là on a trouvé, on a une petite idée. Romain a eu l'idée. On a pris toutes les expressions avec le mot bar dedans. Ok, merci. Marrant, on nous a jamais fait de blague là-dessus. Non mais ça tombe bien, on est d'accord. Non, c'est bien, c'est bien. Il y a de l'idée. Mettre la barre haute, qui a tendance, alors l'un de vous deux à mettre la barre plutôt haut, que ça soit dans le sport ou n'importe quoi, dans la vie de tous les jours. Dur à dire. Je sais pas. J'ai pas l'impression que me mettre la barre haute, mais je fais beaucoup, mais pas vraiment haut, donc je dirais pas. mais- Je fais tout, mais à moitié. Non, je Ouais. fais tout en haut, mais je me mets pas de barre. Ah, peut-être moi pour le team. Dans les Ouais. visions futures, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ah, donc Julien plutôt. Non, plutôt Nico, Nico. plutôt Plutôt Nico. Nico, ouais. Avoir un coup de barre, c'est lequel qui a le premier coup de barre en soirée? Oh, ça, c'est toi. Ouais. T'es tout le temps fatigué. Ouais, je suis assez fatigué. Bah, je bosse beaucoup aussi. Et puis, même quand je suis pas au boulot, je bosse aussi pour d'autres trucs. Donc t'es en train de dire que Nicolas il bosse pas. Nicolas tire des Il, cafés. il dit ça à longueur de journée. Il dit ça à longueur de journée. Non, mais on rigole, mais en vrai, s'entraîner, c'est aussi s'entraîner comme il s'entraîne à côté d'avoir un métier, même à 60%, c'est aussi un travail.
Mais ouais, je suis assez vite fatigué. C'est lequel qui est le plus propice à avoir un coup de barre en pleine course? Ouais, difficile. Aujourd'hui, à l'entraînement, c'est bien moi, je crois. C'était bien toi aujourd'hui. Hein. Non, moi j'en ai eu beaucoup. Ouais, j'en ai eu pas mal quand même. Sur les courses plus longues qu'une heure et demie, wow. C'est rare que je finisse bien. C'est rare que je finisse bien. Non, en vrai, ouais. Donc je pense que c'est moi quand même. Ouais. Avoir barre sur quelqu'un. Je sais pas ce que ça veut dire. Avoir l'avantage sur quelqu'un. Qui a l'avantage sur quelqu'un. Je te laisse répondre parce que sinon ça va être hyper arrogant. T'as déjà répondu. Alors. Du coup, je dois dire que c'est toi. T'as l'avantage sur qui? Non, je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que j'ai bien au niveau professionnel ou comme ça, je sais bien où je vais aller et tout ça. Puis ça, je pense que c'est un avantage. Puis au niveau sportif, du coup, c'est Nicolas. Ouais, on va dire ça. L'avantage, je sais pas sur quoi. Pas. Je sais pas trop. Ça, c'est dur à dire. Ouais. Se taper des barres. C'est qui le bar le moins sérieux? C'est vraiment ensemble, ça. Alors. Je pense qu'actuellement, pas le seul pote, mais mon meilleur pote, c'est Nico, parce qu'on est tout le temps ensemble. Et puis avec le vélo, on n'a pas beaucoup de potes à part les autres du vélo. Mais tu les vois pas non plus tout le temps. Et je crois que Nico, on vit assez ensemble. Donc c'est assez ensemble qu'on fait ça. On fait bien des conneries quand même, donc c'est pas mal. Ouais. Ouais. C'est pas souvent sérieux. Qui est un pilier de bar? Un alcoolique. Il y a Nico qui peut répondre le grand frère ou même. Ouais, c'est vrai que notre grand frère, c'est d'ailleurs la cause pourquoi il a arrêté le vélo, c'est ce qu'il aime bien piller de bar. Non, mais on aime bien se donner un peu ce style avec. On a fait des claquettes pour l'équipe. Et puis il y a Suze, Nico il adore la Suze. Et puis ils ont sorti des Suzes sans alcool. Donc ça arrive que Nico le soir il arrive avec ses claquettes sur la table et puis il s'ouvre une Suze sans alcool juste pour faire semblant qu'il boit une Suze. C'est vraiment pour l'image du beauf maximum. Et puis ça marche assez bien. Suze sans alcool, j'ai pas entendu qu'il y ait des Suzes. Non, ils ont fait des Suzes toniques, c'est pas mal. Alors moi je trouve ça dégueulasse. Après il y a le désavantage du goût de la Suze qui est pas incroyable, plus le désavantage, enfin il y a pas d'alcool donc ça sert vraiment à rien, mais c'est marrant. Quand on se dit on se boit une Suze, il n'est pas là quoi. Ouais, je crois aussi. Hein. Moi c'est aussi ce que j'ai pas compris. Mais après c'est drôle parce que du coup on peut s'amuser à avoir de la Suze. On peut lancer un débat parallèle, Suze Coca ou Suze Aigné? Ah, Aigné. Lui, c'est Aigné, Suze Coca. Alors, ça a été on n'est pas du tout là pour parler de ça. Mais ça a vraiment été. T'as le public cible. là, on se surprend. Là, on survient. Ça a été Suze Coca. Et puis, depuis que j'ai découvert la Suze Aigné, le lendemain, t'es quand même bien mieux. Suze-lait, j'ai goûté une fois. Suze-lait, j'ai goûté une fois. J'ai demandé ça au bistrot parce que je trouvais encore une fois ça trop marrant. Mais ouais, mauvaise expérience. Je crois que Romain, on n'a pas besoin de te demander, mais je crois que t'es pas trop Suze, toi. Non, mais moi je viens de la ville. Ouais, alors c'est vrai que j'étais. Plus cocktail. Morito. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment que chez nous, je crois. Bah, c'est que chez les gros beaufs. Mais personne ne connaît. Genre, ma copine, elle est suisse-allemande, ne connaît pas la Suze. Moi, je lui ai fait bien apprendre. En fait, c'est bien connu à Hongrière, en Valais, puis dans les régions un peu Jura France, aussi. Mais sinon. On reviendra pour un podcast sur la Suisse. Ouais, voilà. C'est méga marrant parce que quand on a créé ça, je pensais pas du tout qu'on avait parlé pendant 5 minutes dessus. Non, non plus. C'est ça, j'adore. Non plus, mais c'est ça la beauté aussi. Un vrai dimanche soir comme on aime. C'est clair. Bon, je crois qu'on peut. Il y en a encore une. Tu veux la faire? Ouais. Qui a tendance à être à la barre? Être à la barre, donc diriger. C'est Nico le manager. J'aime bien diriger, moi. Ouais, Nico, il aime bien diriger. J'aime bien donner des ordres. Dans sa tête, il est patron et il est riche, mais. C'est compliqué de se dire qu'en vrai, c'est pas vrai, mais dans ma tête, ouais, du coup. Futur directeur sportif d'Arsa Racing. Ouais. Vous avez pas vu la série sur le Tour de France? Oui, c'est clair. Vous avez vu? Oui, c'est clair. Vous avez vu le directeur sportif d'AG2R qui s'est fait tatouer dans le dos? Ouais. Il est un peu fou celui-là. Ouais, je me suis dit, mais imagine Nico dans, je sais pas, 4-5 ans, il commence à se tatouer les victoires de son frère dans le dos. Plutôt Marc Madiot. Oula, non, je pense pas. De Ben O'Connor. Hein? Les victoires de Ben O'Connor. Du coup, il n'y en a pas beaucoup là. Non, mais si on a une équipe plutôt genre style Lidl Trek, en tout cas au niveau du design, avec les Trek, maillots, toutes les couleurs, vraiment. Ouais. Plutôt ça que AG2R. Moi, j'aime bien IF et Post. IF. Ouais. IF Education. Ouais, avec sponsorisé par Palace. Il fut un temps. L'année passée, ils avaient fait une collab avec Palace. Mais ils avaient fait des crocs, ils avaient fait des trucs. Ils ont un casque aussi méga incroyable avec des dents. Je sais pas s'ils l'ont toujours cette année, mais c'est un peu. Je voulais vraiment faire ça justement, ce casque qu'on a fait d'ailleurs, casque personnalisé
On a fait un design nous et puis justement je me suis un peu inspiré de ça parce que je trouve trop cool. Puis on voit plus dans les courses de moto ou comme ça où ils font des trucs bon pas toujours beaux mais du coup je trouve ça cool de dire Comme les casques de Lando Norris ou bien. Ah ils font des trucs cool. Moi j'aime bien. Mais Ça attaque. Ouais. Non Lando Norris dans le cœur. Bon, je crois qu'on arrive au terme de cet épisode. On a vraiment bien ciré le banc pour le coup. Ouais, on a bien ciré le banc. C'était cool, c'était intéressant. Permis de découvrir un peu plus cette discipline du cyclocross, du cross-country aussi, qui est un petit peu moins connue dans la région. Mais voilà, ça, on en parle. Et puis, en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ta saison de cyclocross, Julien. Et puis toi pour la suite. Nicolas. Ouais, vous ressemblez un petit peu. Donc. Et puis toi, Julien, pour la suite de ta saison aussi. Merci. Puis, de ta formation de Interactive Media Designer. Exactement. C'est bien dit. Il dit les termes. Merci beaucoup de nous avoir accueillis en tout cas. Merci à vous d'être venus, c'est cool. Et puis on remercie Étape d'avoir ouvert les portes aussi. C'est à Estavanance. Et puis venez boire un café pendant un tour de vélo. La semaine ou le exactement. samedi, le dimanche c'est fermé. Il y a beaucoup de monde qui viennent le dimanche et qui arrivent dans une porte fermée, donc venez le samedi et puis le jour de la semaine. Dis pas ça. Laisse-les venir. Et puis nous Romain on se redit à tout bientôt de toute façon. Exactement, ouais. Allez. Merci Marius. Ciao ciao. Ciao. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc, va sur Cirer